Bienvenue à C2G Talk, une série d'entretiens individuels avec des professionnels influents et des leaders d'opinion qui vise à explorer les défis soulevés par la gouvernance des technologies de modification du climat. Je suis Mac Turner, directeur de communication de C2G. Je parle aujourd'hui avec Paul Watkinson qui a 20 ans d'expérience dans les négociations multilatérales en termes de changement climatique et de développement durable. Pendant de nombreuses années, il a été le négociateur principal de la France pour les questions internationales liées au climat et il a été membre du comité de direction de la COP 21 et il a contribué à la conclusion de l'accord de Paris. Il a également été président de l'organe subsidiaire de conseil technologique et scientifique de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques en 2018 et 2019 et pendant ces 2 années, il a été membre autour de la table et donc il a travaillé avec les autres membres de la table pour fixer un paquet de décisions qui ont constitué la norme d'application dès l'accord de Paris approuvé en 2018 à Katowice. Il a également travaillé dans différentes décisions qui ont contribué à l'application du protocole de Kyoto. Bonjour. Après 20 ans avoir travaillé pendant 20 ans dans ce domaine diplomatique, quel est d'après vous, comment fonctionne d'après vous ce système multilatéral? Eh bien, pour être honnête, je dirais que les résultats sont assez médiocres d'une part et par ailleurs, nous nous sommes dotés d'une série d'outils importants pour pouvoir avancer dans la bonne direction, surtout dans la ligne de l'accord de Paris et tous les pays du monde se sont engagés dans ce projet pour pouvoir mettre en marche des mesures pour le climat et même si les États-Unis ont quitté l'accord de Paris il y a quelques semaines, mais il semble qu'ils vont revenir en 2021 dans l'accord. Toutefois, le niveau de mesure et d'action des pays est encore bas car comme nous avons maintenant un cadre, ce qui est important, c'est de bien l'utiliser et d'accélérer les mesures pour pouvoir avoir des opportunités d'atteindre ces objectifs. Et ceci est lié non seulement aux émissions, mais également aux conséquences des changements climatiques. Et ça va se faire ressentir, ça se fait déjà ressentir, et donc il faut que nous abordions cette question. Pensez-vous que cette opinion est partagée par les membres de la communauté des négociateurs sur le climat, sur la façon dont fonctionne le système climatique? Eh bien, il m'entendrait fort que mes collègues et confrères disent que nous avons atteint tout ce que nous voulions et que nous sommes dans une situation idéale, car ce n'est pas le cas. Nous sommes probablement dans une situation qui va nous conduire à un réchauffement de 3 degrés et si nous continuons avec les politiques actuelles, donc il s'agit de corriger cette tendance. Ce qui est intéressant actuellement, au vu des annonces qui ont été faites, par exemple l'Union européenne affirme qu'elle souhaite arriver à un accord pour réduire de moins 55% les émissions d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité climatique à la moitié du siècle. La Chine, par ailleurs, il y a 2 mois, a également annoncé son envie d'atteindre la neutralité en 2060. Le Japon, la Corée du Sud se sont fixés des objectifs similaires et donc maintenant aux États-Unis va entrer un nouveau gouvernement, ce qui crée une dynamique très intéressante. Mais ce qu'il compte, ce sont les politiques et les trajectoires qui vont être entreprises dans les années à venir. Nous devons éviter qu'elle se soit trop faible. Nous disposons d'un cadre qui nous permet de rassembler nos efforts, mais nous devons renforcer nos mesures et ceci est le défi principal. Et cela dépend de la volonté politique, de la volonté de continuer dans cette voie. Et la reprise après la crise de la Covid-19 crée des opportunités d'investir dans des infrastructures, dans de nouveaux domaines technologiques et de développement. Et donc, cela donne des occasions pour d'autres types de collaboration. Et nous allons voir si on saisit cette occasion ou si on la perd. Il me semble que c'est là la clé de ce que nous obtiendrons dans les années à venir. Donc, on a déjà identifié les clés. Quelle va être la partition qui va être jouée dans les années à venir pour ce qui est de l'accord de Paris?
Eh bien, cela va dépendre de nos avancées, car il me semble que ce n'est pas encore le moment de célébrer le fait que l'accord de Paris a été conclu il y a 5 ans. Il me semble que l'accord de Paris est un cadre très important qui nous permet d'avancer, mais qui ne résout pas le changement climatique, car tel n'était pas son but. Et ce qui est important n'est pas ce que dit l'accord de Paris, mais c'est que chaque pays fait de l'accord de Paris. Au niveau des ambitions atteintes en 2030, eh bien, il peut nous engager dans un chemin qui atteint la neutralité climatique à la moitié du siècle, et ensuite il faudra entrer dans un territoire d'émissions négatives qui est le prochain débat qu'il faut maintenir. Et il s'agit également de collaboration, de solidarité, de travailler ensemble, d'aider ceux qui sont aux premières loges des conséquences des changements climatiques, ceux qui ressentent ces effets le plus directement, surtout les plus pauvres et les plus vulnérables. Compte tenu des mesures prises pour la réduction des émissions, le GIEC souligne dans ses rapports qu'il sera nécessaire d'avoir recours à l'élimination du CO2 à grande échelle pour éviter un changement climatique catastrophique. Pourquoi n'a-t-on pas encore assez parlé de cette question? Et il me semble que nous devons nous centrer sur ce que nous pouvons utiliser pour atteindre les émissions négatives, quel type de technologie. Mais ce qui est prioritaire, c'est de réduire les émissions de la plus grande mesure possible, et ça, c'est le point de départ. Le protocole de Kyoto, il y a quelques années, nous faisait considérer les émissions et l'élimination au même niveau, et peu importait où l'on émettait et où l'on éliminait le carbone. Et si on réduit par exemple 20% d'émissions, ça fait sens, mais si on réduit les émissions à zéro, il faut réduire les émissions dans tous les secteurs, dans la production électrique, dans le transport, dans les logements, les habitations, c'est-à-dire qu'il faut réduire les émissions dans tous les secteurs économiques, dans les dizaines d'années, les décennies à venir. Dans l'industrie, il y a des secteurs où on ne peut pas réduire les émissions à zéro et certaines s'accompagnent de difficultés, l'agriculture, la foresterie, l'utilisation et l'affectation des terres, qui peuvent être des sources d'émissions et parfois aussi qui vont être affectées à l'avenir par les changements climatiques. Mais par ailleurs, cela peut être des puits qui absorbent du CO2, c'est-à-dire qu'il faut réduire les émissions dans tous les secteurs, donc il faut donner la priorité aux réductions des émissions. Et ça, c'est le point de départ. Et ce qu'on envisage actuellement, c'est de voir ce qui va se passer jusqu'à 2030 et entre 2030 et 2050. Et alors, il faudra voir quelle marge nous avons pour avoir recours à des technologies d'élimination du CO2 pour entrer dans le territoire d'émissions négatives, car nous aurons besoin de ces technologies, nous le savons d'ores et déjà, mais quand commencer à débattre sur ce sujet, c'est ce qu'il faut élucider. Et il y a des défis considérables et surtout des contreparties liées aux objectifs politiques différents, et c'est pour ça qu'il faut étudier cette question d'une façon consciencieuse. Ces défis dont vous venez de parler, à savoir la réduction des émissions et à partir de là, éliminer du CO2 de l'atmosphère. Donc jusqu'à quel point les gens sont conscients qu'il y a cette deuxième partie, cette deuxième étape du défi qu'il faut non seulement réduire, mais aussi absorber du CO2. Il me semble que l'on parle de plus en plus de ceci, c'est-à-dire que ça fait partie inhérente des délibérations, peu à peu. Et il y a 10 ou 15 ans, lorsque l'on a appliqué le protocole de Kyoto, la compensation des émissions était simplement un élément qui était utilisé pour équilibrer les émissions qui étaient libérées.
Et nous savons désormais que ceci n'est pas ce dont nous avons besoin au fur et à mesure que nous avançons vers un niveau d'émissions net zéro à la moitié du siècle et à partir de là que nous de vouloir entrer dans un territoire d'émissions négatives. Maintenant que nous savons que c'est la trajectoire qu'il faut suivre, on commence à songer à l'élimination du CO2. La question est de savoir que qui est prioritaire, c'est de réduire les émissions à zéro, car tout le reste est pratiquement anecdotique. Si l'on ne réussit pas à réduire les émissions, on ne peut pas simplement éliminer ou compenser les émissions élevées que l'on continue à libérer. Et d'ici 5 ou 10 ans, l'élimination du CO2 va être un sujet qui va être de plus en plus important, donc c'est une conversation que l'on doit entabler. Pensez-vous que le terme de compensation pose ou suppose un problème? Il me semble que cette notion du fait que la compensation peut être utilisée pour éviter de réduire les émissions est un problème, car on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas réduire les émissions. Il faut réduire les émissions le plus possible dans tous les secteurs et il ne faut compenser que les émissions qui sont difficiles à compenser, par exemple avec l'utilisation des terres, surtout avec le secteur agricole, c'est-à-dire qu'il y a des domaines qu'il faut explorer pour voir comment on peut réduire au plus les émissions. Et à partir de là, il faut se demander ce qu'on doit faire après. Et les émissions négatives ne consistent pas à compenser, elles consistent à éliminer du CO2. Et il faut que nous fixions des incitations et que nous financions ce type d'activité. Et les mécanismes dont nous disposons à l'heure actuelle ne s'adaptent pas à l'absorption du CO2, que ce soit par des moyens mécaniques ou à travers des activités fondées sur la nature à grande échelle. C'est-à-dire qu'il faut un changement de mentalité pour avancer de la conception que nous avions dans le passé à celle que nous devons avoir à l'avenir. Et je crois que c'est un changement qu'il faut faire et il faut nous y préparer. Comment la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques peut-elle évoluer pour prendre en compte l'élimination du CO2 à grande échelle? Eh bien, si nous nous en tenons au délai, je le répète, la priorité absolue maintenant et dans les années à venir, c'est la réduction drastique des émissions. C'est une priorité absolue et toute personne qui essaye d'envisager cette question depuis un autre point de vue ne contribue pas d'une façon positive à cette question. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de réduire les émissions. Les gouvernements, les entreprises doivent se fixer des objectifs et appliquer des mesures qui nous aident à avancer. Après cela, on peut envisager différents éléments et il y a différents éléments dans la Convention cadre des Nations Unies qui peuvent être utilisés. Quand j'ai été président de l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, j'ai organisé des sessions d'information avec le GIEC sur le rapport spécial sur le réchauffement climatique à 1,5 degré et également sur le rapport sur les terres et les changements climatiques. Et ils ont envisagé ces questions avec les partis car ceci fait partie de la trajectoire qu'il faut suivre. L'année prochaine, le GIEC va publier son 6e rapport d'évaluation et en 2023 va être réalisé le premier grand bilan mondial de ce que nous avons fait jusqu'à présent et de voir jusqu'où nous devons avancer. Il me semble que c'est un élément où il faudra maintenir ces décisions très claires, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un niveau d'émission zéro et à partir de là entrer dans les émissions négatives. Et il est fondamental que les partis maintiennent leur niveau d'ambition dans ce sens. Réfléchir sur les outils et sur les règles que nous avons en vertu de l'accord de Paris et de la Convention cadre. Elles ont été conçues pour suivre des politiques et des profils d'émissions telles qu'elles sont actuellement et je crois qu'il ne serait pas actuellement adéquat de changer ce cadre pour y intégrer un programme de travail d'élimination du CO2 à grande échelle. Mais dans certaines
années, quand nous aurons acquis de l'expérience dans l'application de l'accord de Paris, alors arrivera le moment d'examiner comment ces règles sont appliquées lorsque l'on se met à avoir recours à l'élimination du CO2 à grande échelle. Et donc, nous avons cette échéance où le moment de 2026-2027, je crois, c'est le moment où nous devrons revoir toutes les règles de transparence. Quoi qu'il en soit, nous devons d'abord voir si nous sommes capables de suivre, de faire la vérification nécessaire au fil du temps, et à partir de là, nous devrons étudier les outils dont nous avons besoin pour inciter ce type de mesures, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'étapes que nous devons franchir. La priorité actuellement est autre, mais nous devons commencer à nous préparer dans les années à venir. Au fur et à mesure que nous avançons et que nous franchissons les étapes que vous venez d'énumérer, pouvez-vous identifier ou définir des défis concrets qui sont liés à l'élimination du CO2 dans le cadre de décisions internationales? Va-t-il y avoir de nouveaux défis qui vont être soulevés en la matière? Eh bien, il y a une série de défis que je vois. L'un qui est lié à la méthodologie, comme je viens de le dire, c'est-à-dire donner un suivi. Ensuite, il faudra voir les éléments dont nous avons besoin pour procéder à ceci, et des questions de vérification, de permanence. Il faut approfondir certains de ces aspects pour adapter les outils dont nous disposons, et il faut travailler plus sur ceci. Mais nous avons déjà une base solide que l'on peut élargir à ces défis soulevés par l'élimination du CO2 à grande échelle. Mais il y a d'autres types de défis, l'équité par exemple, et l'équité a deux volets à mon sens. L'équité temporelle, c'est-à-dire quand on va prendre des mesures, comment on gère cette question, car plus on laisse passer du temps, plus on va faire peser cette charge sur les générations futures, et ça c'est une partie du défi, et c'est une chose dont il faut parler. Et dans ceci rejoint avec ce que vous m'avez demandé de quand et comment il faut entamer cette conversation. Un autre aspect de l'équité, un autre volet est lié avec une chose sur laquelle on travaille dans l'accord de Paris depuis des années, c'est-à-dire l'équité entre les pays et au sein des pays. Car les pays doivent avoir les mêmes capacités pour prendre des mesures, pas nécessairement les mêmes options, par exemple les options biologiques en termes de terre et de stockage. Chaque pays a ses propres alternatives et il n'en va pas de même pour le stockage géologique, c'est-à-dire qu'il y a des potentiels différents d'un pays à l'autre. Et par ailleurs, il existe la tentation de dire « Ah, eh bien, moi, je vais entreprendre telle mesure » ou alors « Je vais persister dans cette voie, mais c'est quelqu'un d'autre qui doit redoubler d'efforts. » Non, ça c'est pas acceptable. Il faut miser sur l'équité. On ne peut pas dire « Ah, ça c'est très important, mais c'est quelqu'un d'autre qui va le résoudre pour moi. » Non, il faut faire face à ce problème. Et par ailleurs, il y a une série de sujets et de questions qui sont liées aux technologies, car chacune des technologies s'accompagne de défis spécifiques. On ne peut pas parler de l'élimination du CO2 et des émissions négatives dans leur ensemble en fonction de si c'est le stockage et captage du carbone, si c'est l'utilisation des terres, si c'est le captage direct du carbone de l'air, si on utilise les océans, etc. C'est-à-dire que chacune de ces approches s'accompagne de ces aspects spécifiques et de défis très concrets. Par exemple, on peut avoir recours à la bioénergie avec captage et stockage de carbone, mais qu'en est-il de la sécurité alimentaire, des droits humains, des communautés locales et autochtones qui vont souffrir aux premières loges des effets de ces mesures, de ces approches? Et il faut examiner tous ces aspects de façon cohérente. Il peut y avoir des solutions qui sont bénéfiques pour tous, mais il peut aussi en avoir qui sont néfastes pour tout le monde, surtout si ces technologies ne sont pas utilisées de façon durable. Et il faut nous demander les technologies, celles qui sont viables au fil du temps. Donc il y a toute une série de défis que nous devons relever. Et on peut déjà relever certains défis actuellement, car ils font l'objet de débats dans d'autres forums, comme par exemple la Convention sur la biodiversité, et ils auront de plus en plus d'importance dans les années à venir. Mais nous n'avons pas encore une approche cohérente pour examiner tous ces aspects et nous avons besoin d'une façon transversale et cohérente de le faire.
Compte tenu de tous ces éléments, pensez-vous qu'il faut envisager un nouveau forum international de collaboration qui puisse aborder ces questions, de déterminer quelles sont les mesures essentielles? Eh bien, ça pourrait être utile. Je n'ai pas de position tranchée en la matière et ceci ne reflète que mon opinion personnelle. Mais quoi qu'il en soit, ces questions doivent être préparées. La communauté scientifique, à travers le GIEC, peut nous offrir des informations sur les alternatives disponibles, des défis soulevés. D'autres organismes comme l'IPBES ou la Convention sur la biodiversité peuvent nous donner des informations sur les perspectives qui est liées à la biodiversité. Tout ceci peut être utile, mais je ne pense pas qu'il y ait un espace unique dans lequel on puisse aborder toutes ces questions et je ne pense pas que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques soit le seul forum dans lequel on puisse débattre de ceci. Mais un nouveau forum, comme vous le suggérez, peut être un espace dans lequel on regrouperait différents protagonistes et on formerait des maillons entre les différents débats qui sont maintenus. Et compartir et diffuser de l'information va être fondamental dans les années à venir, justement pour préparer des libérations et des discussions plus compliquées qui vont être maintenues dans des forums officiels. Et je crois que dans ce sens, cela pourrait être utile. Pour ce qui est de la préparation, qui doit s'impliquer? Eh bien, il y a différents acteurs gouvernementaux, bien entendu, et du monde entier qui doivent s'impliquer dans ces conversations sur la gouvernance pour pouvoir fixer des réglementations et des mesures en la matière. Mais il faut également impliquer la société civile, des représentants de différents groupes et collectifs du monde entier qui doivent donner leur consentement à cet égard et par exemple des scientifiques qui peuvent apporter des connaissances experts et également des forums au niveau multilatéral qui existent hormis la convention cadre et la convention sur la biodiversité. Il y a des forums sur les océans, sur la gestion de toutes ces questions, sur la sécurité alimentaire, il y a la FAO, bien sûr, des organisations, par exemple, qui sont actives dans ces sujets, c'est-à-dire qu'il y a différents acteurs ou différents agents qui peuvent participer à ces délibérations. Et ce qui est difficile, c'est de rassembler, ça va être de rassembler toutes ces parties prenantes, car on peut avoir abordé des idées très intéressantes avec un interlocuteur, mais ça ne sert à rien si ce n'est pas le bon interlocuteur. Il faut donc inviter les personnes adéquates, ce qui sera utile pour préparer les délibérations qu'il faudra maintenir à l'avenir dans les espaces respectifs et correspondants. Vous avez parlé de la société civile. Quelles vont être les personnes adéquates de la société civile pour maintenir ce type de délibération? Ce n'est pas moi qui dois définir comment on peut représenter toute la société civile. Il n'y a pas un seul représentant de la société civile, car la société civile est composée d'un ensemble d'organisations représentatives, mais il faut atteindre un équilibre éthique entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et il faut incorporer différentes questions qui sont liées aux pays émergents de grande taille, aux petits États insulaires, des intérêts de communautés locales, de communautés autochtones. Il faut également incorporer des perspectives distinctes de genre et il faut nous efforcer pour rassembler cet ensemble de perspectives pour veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans cette délibération. Bien sûr, on ne peut pas avoir tout le monde, il faut prendre des décisions, il faut faire des choix, mais il faut essayer d'avoir la plus grande représentation possible que donc le plus grand nombre de personnes participent au débat, car n'inviter que 2-3 personnes de la société civile ne suffit pas. Il faut veiller à ce que toutes les voix soient prises en compte et qu'elles aient voix au chapitre. Il y a une autre série d'idées. Le GIEC, par exemple, dans son 5e rapport d'évaluation, dans son rapport spécial sur le réchauffement climatique à 1,5 degré et dans son prochain rapport d'évaluation, le 6e, donc parle d'idées comme
de celle de la modification du rayonnement solaire, c'est-à-dire de refléter davantage de lumière solaire dans l'espace, ce qui est également appelé géoingénierie solaire. À l'heure actuelle, les institutions sont-elles prêtes pour commencer à envisager ce type d'idées? Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de séparer ces questions. Pendant longtemps, on a utilisé le terme de géoingénierie qui était un fourre-tout dans lequel on mettait toutes ces technologies, mais les défis soulevés par chacune de ces technologies, c'est-à-dire l'élimination du CO2, la modification du rayonnement solaire, sont très différents. Et ce sont des domaines différents qui soulèvent des défis différents. Et ce qui est important, je le répète, est de ne pas les considérer comme des remplacements aux besoins de réduire les émissions et de transformer la société. L'élimination du CO2 est sans doute une technique à laquelle il faudra avoir recours pour pouvoir limiter le réchauffement climatique à 2 degrés ou 1,5 degré. Pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire et l'ensemble des devis soulevés est très différent. Nous ne disposons pas encore au niveau multilatéral, nous ne sommes pas préparés, pardon, pour maintenir ce type de débat. Il y a eu une série de conversations dans différents endroits au fil des ans sur la façon de pouvoir gérer les études de recherche. Et bien sûr, il y a des études faites à cet égard en la matière, et il y a eu des articles et des études qui ont été publiées et qui font l'objet d'examens de la part du GIEC. Et nous allons le voir dans le 6e rapport d'évaluation. Il sera intéressant de voir jusqu'à quel point on a avancé en la matière sur les connaissances de ces technologies, mais il n'y a pas de domaine dans lequel on ait étudié toutes ces technologies. Par exemple, l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou essayer de provoquer des changements sur la capacité réfléchissante de certaines surfaces. Et on parle de questions qui dépassent les frontières nationales. Et il y a des questions que nous avons déjà eu du mal à aborder dans le passé et qui sont liées au climat, qui normalement sont fondées sur des mesures nationales. Donc ce type de techniques fondées sur la nature sont transfrontalières, et donc il y a beaucoup d'aspects pour ceux qui considèrent que nous ne sommes pas, et beaucoup de questions pour ceux qui considèrent que nous ne sommes pas prêts à l'heure actuelle. Pensez-vous qu'il y ait un processus qui puisse être le forum pour que l'on ait ce débat, ou il faut que ce soit quelque chose de complètement nouveau? Je crois qu'il y a eu des tentatives de commencer à étudier cette question, surtout dans des assemblées sur l'environnement des Nations Unies qui n'ont pas abouti. Et je crois que c'était l'année dernière. Et il ne me semble pas qu'il y ait un forum naturel dans lequel on puisse maintenir ce débat. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que l'on puisse étudier dans la Convention cadre des Nations Unies ou l'accord de Paris. L'accord de Paris fixe des objectifs de température, et certains pourraient avancer que ces mesures essayent de contrôler la température, mais il y a un très grand éventail de questions qui impliquent des questions comme l'équité, comme je le disais, mais aussi la fiabilité à long terme de ces méthodes, les conséquences, les répercussions potentielles qui sont susceptibles de perturber le climat et les modèles de précipitation ou les modèles climatiques dans le monde entier, ce qui pourrait avoir des conséquences très graves si nous ne sommes pas capables de maintenir l'application de ces technologies au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions qui sont très complexes et pour lesquelles nous ne sommes pas encore préparés.
Et si la communauté internationale voulait envisager cette question, le plus facile serait de dire qu'il est préférable de ne pas avoir recours à ceci. Vous avez mentionné à plusieurs reprises le fait que nous ne sommes pas prêts pour aborder ce débat. Faites-vous référence aux connaissances, à la gouvernance? De quoi aurions-nous besoin pour pouvoir être préparés afin de prendre ce type de décision? Pour commencer, je ne sais pas quel type de décision nous prendrions, mais la première chose qu'il faut se demander, c'est si nous disposons d'assez d'études de recherche et jusqu'à quel point nous avons avancé dans ces recherches, dans ces projets de recherche. Il y a deux écoles de pensée. L'une qui est que si on commence à travailler sur ceci, cela veut dire qu'on part du principe que ça va être utilisé. En outre, si on n'a pas les recherches et les connaissances nécessaires, la capacité de savoir si c'est adéquat ou pas, ou si c'est possible ou pas, n'existe pas. Donc, on ne peut pas prendre des décisions éclairées au niveau international. Et par ailleurs, quelles approches multilatérales faut-il, desquelles aurions-nous besoin si l'on veut passer à une application efficace de ces technologies? D'après moi, on ne devrait pas utiliser ce type de technologie à grande échelle. Mais si nous voulions, si nous décidions de le faire, il faudrait créer quelque chose car à l'heure actuelle, nous n'avons pas de forum pertinent dans lequel nous pouvons gérer ce type de mesures à grande échelle, transfrontalière, et qui implique potentiellement plusieurs générations en raison du long terme, en raison du très grand horizon temporel avec lequel il faudrait appliquer ceci. Quoi qu'il en soit, si l'on veut résoudre le changement climatique, il faut réduire les émissions à zéro. Et avec ça, ça ne va pas suffire pour éliminer la question du changement climatique, mais au moins on va fonder les bases pour créer un avenir plus durable du point de vue climatique pour les générations à venir. Et si nous décidons d'avoir recours à la modification du rayonnement solaire, le type de défi que nous léguerions aux générations à venir serait très différent. Certaines personnes décrivent l'Anthropocène comme justement comme le cadre où les activités humaines sont celles qui ont provoqué les changements climatiques. Et que donc ceci doit être c'est ce que l'on doit faire également pour résoudre le climat. Le système multilatéral est-il capable de s'adapter aux changements et à cette nouvelle étape qui couvre l'Anthropocène? Eh bien, l'Anthropocène peut être une déclaration de ce qui est arrivé, c'est-à-dire que les activités humaines sont désormais une force en plus sur la planète. Il y a les océans, les changements climatiques, les conséquences en termes de biodiversité, la quantité de matière énorme qu'utilisent les êtres humains partout dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes une force géologique et quelque chose qui va se faire ressentir à l'avenir sur ce qui va se passer dans les millions d'années à venir, et on l'étudiera et bien sûr on verra l'influence qui a exercé l'activité humaine. Mais ce qui importe, c'est que si collectivement, en tant qu'être humain, nous décidons d'intervenir sur la planète de cette façon, et c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que l'on peut essayer de limiter notre répercussion sur la planète et nous maintenir dans les limites qu'offre la planète? Ça, c'est une option. Et pouvons-nous changer notre façon de vivre, la forme dont nous organisons notre société pour pouvoir nous maintenir dans les limites planétaires et satisfaire les besoins de la population mondiale et des générations à venir? Il y a une autre approche qui consiste à intervenir sur les changements planétaires. On ne peut pas les changer d'une façon radicale, mais l'on peut modifier la façon d'interagir avec ces limites, et si c'est ce en quoi consiste la modification du rayonnement solaire. On pourrait nous servir du potentiel énorme de la technologie et de la science pour pouvoir gérer la planète d'une façon très différente, et ceci s'accompagne d'options différentes pour l'humanité. Personnellement, je préfère la première option et pas la seconde, mais ceci n'engage que moi. Je pense que si les êtres humains décidaient
de gérer collectivement la façon de fonctionner de la planète, il faudrait une série d'institutions très différentes. Le système multilatéral actuel peut répondre à la crise climatique, mais notre capacité à travailler au niveau multilatéral est fondamentale, mais est extrêmement compliquée. Et je suis sceptique sur le fait que l'on pourrait atteindre un niveau de collaboration et coopération nécessaire pour gérer ce type d'intervention au fil du temps. Donc je crois que ce qui est adéquat, c'est de miser pour vivre avec les limites que nous impose la planète et changer notre façon la fonction de fonctionner de notre société, de notre économie, car l'alternative existe, mais elle s'accompagne de doutes sur le fait que l'on pourrait être capable de gérer cette approche ou pas. Et moi, je reste très sceptique sur cette affaire. Il y a donc comme deux chemins, deux options fondamentales, mais comment peut-on prendre les décisions? Car vous avez mentionné votre préférence pensionnelle, mais comment prend-on des décisions sur les alternatives, sur lesquelles il faut miser? Est-ce qu'on utilise des éléments scientifiques ou est-ce qu'il y a également des questions éthiques, culturelles et religieuses? Comment on peut articuler tous ces aspects pour finalement que l'on décide de choisir pour une fois ou une autre alors qu'il s'agit d'une question aussi vitale? Très bonne question, j'aimerais pouvoir y répondre, mais je n'ai pas de réponse et je ne pense pas qu'il y ait une réponse très simple à ceci. Et il ne s'agit pas d'un énoncé scientifique qui nous dise que l'on peut faire ceci ou qu'on sait cela et que l'on va faire ceci ou cela. Et je crois que ce serait une question trop technocrate qui ne fonctionnerait pas. Il y a une question éthique sur la planète où nous vivons, sur ce que nous considérons comme une vie bonne pour nous dans les décennies à venir et également pour les générations à venir. Il faut voir ce qu'on va leur léguer et les options que nous leur laissons. Donc l'équité intergénérationnelle est importante, comme je le disais. Nous ne pouvons pas passer sous silence cette question, ni l'écarter. Et il est difficile de répondre à ces questions dans un système politique qui est dominé par la vision à court terme. Et par le court terme, il est difficile, que ce soit au niveau national ou international, de maintenir des débats ou d'essayer de trouver des réponses dans un système politique à des questions qui sont sur 10 ou 15 ans, alors que normalement le processus politique s'inscrit dans les élections, les quadriennales, les quinquennats et autres. Donc les délais sont compliqués à gérer. Nous devons réfléchir sur la façon de gérer ce type de changement au fil du temps. Les changements climatiques et d'autres questions comme la perte de biodiversité et d'autres défis liés aux limites planétaires vont nous obliger à penser à long terme et nous, au niveau national, nous devons penser comment intégrer ces questions dans des processus de réflexion institutionnelle et même constitutionnelle, car la communauté scientifique peut bien entendu nous donner des informations, elle peut nous aider à concevoir des réponses comme nous l'avons vu au cours des dernières années. Et nous voyons actuellement le mouvement des jeunes très fort et nous voyons des adolescents qui sont préoccupés par le futur que nous allons leur léguer, mais ceci ne suffit pas pour l'instant. Il faut réfléchir sur d'autres formes d'intégrer tous ces aspects, car en fin de compte, il s'agit de trouver des questions très éthiques, très profondes, et nous, comme je le disais avant, nous n'avons pas beaucoup d'expérience en la matière pour aborder ce type de questions d'une façon tout à fait fiable. On parle beaucoup de la nature lorsque l'on parle du climat et parfois on pose les sujets d'une façon trop simpliste, parfois on les pose d'une façon extrêmement complexe. Comment peut-on garder l'espoir tout en étant honnête sur la gravité du défi auquel nous sommes confrontés
Comment peut-on gérer ceci du point de vue émotionnel, cette question chez les personnes qui travaillent sur cette question, comment concilier le réalisme avec le besoin d'espoir? C'est vrai que lorsque l'on travaille depuis longtemps sur les changements climatiques et lorsque l'on a lu des rapports sur les conséquences que peuvent découler des options que nous laissons aux générations futures, et même sur ce qui va passer dans les 10 ou 15 ans à venir, c'est un peu déprimant et on peut se retrouver dans un état d'esprit un peu morose, pour le dire. Mais je pense qu'il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit de voir qu'il est important et qu'il ça aide de savoir ce qui se passe pour savoir ce qu'il faut faire. Et ceci est la priorité si l'on veut avancer. Il ne s'agit pas de garder ou pas l'espoir, il s'agit d'être honnête sur la situation et d'être décidé à marquer la différence. Et ceci est l'attitude qu'il faut maintenir. Donc j'insiste qu'actuellement, il faut redoubler d'efforts pour continuer à réduire les émissions. Nous devons le faire d'une façon plus rapide et drastique. Et par ailleurs, nous devons nous préparer pour le type de changement de technique dont nous aurons besoin dans les décennies à venir. Et il faut être honnête lorsque l'on réfléchit sur les changements et les défis qui nous attendent à l'avenir, pour essayer de les éviter, c'est-à-dire que l'honnêteté est la forme la plus adéquate d'avancer. Ce n'est pas toujours facile, c'est parfois difficile même, mais de regarder en face ce qui nous attend, mais c'est fondamental pour pouvoir nous axer sur ce que l'on peut et doit faire afin de trouver des solutions et de redoubler l'effort en cette affaire. Merci beaucoup, j'ai été ravie de parler avec vous et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.